Bon, alors pour en venir enfin à non plus la composition de spectacle qui est hétérophonique, mais de dire ce qui est le travail du metteur en scène dans la direction d'acteur. Donc ça travaille cette relation entre les gens, entre ces gens dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient structurellement séparés par ce trait symbolique qu'est la rampe. Alors, où intervient maintenant la question de l'éthique là-dedans? Je pense que la question de l'éthique, elle intervient dans la façon que le metteur en scène a d'occuper sa place dans la direction d'acteur. Je veux dire par là que soit le metteur en scène est celui qui a, on pourrait dire, déjà une certaine, disons, on va dire, une idée ou une vision, il a déjà en tête quelque chose de ce qu'il veut finalement. Qui ferait que, et ça arrive dans la pratique, c'est-à-dire que la direction d'acteur se résumerait à ce qu'il obtienne de quelqu'un ou de quelques-uns, il obtienne finalement un type d'exécution qui le conduirait à se rendre finalement conforme à ce que le metteur en scène attend. Alors, ça c'est une chose, vous voyez bien, qui est un type de relation un peu particulière, au sens où, on pourrait dire, c'est le cas où le metteur en scène dit ce qu'il veut, et alors que je pense que une éthique qui laisserait ouverte la question de cette extériorité entre l'acteur, entre le metteur en scène et les acteurs, inviterait plutôt le directeur d'acteur, le metteur en scène, à dire ce qu'il voit. Alors, on aurait une première opposition qui dirait, voilà, soit la direction d'acteur, c'est dire ce qu'on veut obtenir, et que, voilà, soit c'est dire ce qu'on voit, et à ce moment-là, à partir du moment où on dit ce qu'on voit, s'engage un travail, on pourrait dire une aventure subjective de part et d'autre, en prenant dans ce cas-là, disons, témoin de cette relation, quelque chose qui est quand même commun aux deux, si on dit que dans ce cas-là, il y a le travail autour d'un texte. Donc, ce qui est à éviter, et ce qui est à mon avis justement on pourrait dire une réduction de l'hétérophonie dans la promotion de la figure du metteur en scène, ce serait celui qui finalement est dans un mécanisme de projection tous azimuts. C'est-à-dire que non seulement il s'identifie à l'image qu'il aurait, lui, du public, ce qui se résume dans la formule un peu bête qu'on entend parfois, c'est-à-dire je fais des spectacles que j'aimerais voir, ce qui est intéressant, mais qui, à mon avis, dit bien, pas exactement une limitation, mais plutôt, on pourrait dire, un narcissisme, une espèce de relation, une relation narcissique. Et par ailleurs, qui se traduit par cette injonction, faite à l'acteur ou aux acteurs dans leur singularité propre, qui sont là, existantes, ayant évidemment chacun des trajets subjectifs différents, des inconscients peuplés de manière singulière, chacun. Je dirais l'idée de la conformation.
dans la relation de jeu, dans la relation de jeu, je voudrais dire aussi que le même phénomène, j'appellerais le phénomène narcissique. C'est-à-dire, là, pourquoi je veux faire intervenir cette question? Parce qu'il me semble que le narcissisme, dans la relation de travail, justement, elle est là pour sans cesse produire du même. C'est-à-dire que, par exemple, on trouve un équivalent de la position du directeur d'acteur qui dit ce qu'il veut chez l'acteur lui-même, parfois, quand il se fait ce que Jouvet appelle une conception du personnage. C'est-à-dire qu'il se projette immédiatement dans une idée qui se fait du personnage, et ça le dispense de faire l'épreuve du texte lui-même, en tant que ça demande un certain nombre d'opérations que Jouvet lui appellerait la diction, la respiration, etc. Jouvet critique ça, justement. Jouvet critique ça, absolument. Il critique l'entrée par le personnage qui, selon lui, est la manière dont, finalement, on se fait... Voilà, c'est le mécanisme de conception qui revient à plus mettre l'acteur subjectivement à l'épreuve d'un texte, en passant par la diction, la respiration, la sensation, tout ce qu'il appelle, le terme générique, c'est respiration chez lui, qui est pour lui la condition, qui est un travail mécanique, et qui est la condition, non seulement d'un mécanisme, d'un processus de dépersonnalisation de l'acteur, mais pas du tout pour arriver à une autre identité, ou je ne sais pas quoi, ou se laisser prendre par le personnage, mais pour finalement user le moi, user la corde, user cette tendance narcissique jusqu'à la corde, et là, dit Jouvet, on arrive à quelque chose qui révèle une vraie sensibilité tout à fait singulière, et là il appellera ça le soi. Hein, mais c'est ce qui fera arriver l'acteur à ce que par ailleurs il appelle le sentiment dramatique, et qui n'est pas du tout le sentiment du personnage, qui est ce qui se dégage de la confrontation non narcissique de l'acteur à un texte. Et ça, pour ça, il est très clair que c'est par là, par exemple, que je vous en passe. Donc le texte fait toujours office de témoin. Hein, c'est-à-dire, il dit, quand tu auras bien respiré, quand tu auras maintenant, là, il se passera peut-être quelque chose. Et ça fait office de témoin, donc on n'est pas dans une relation duel ou fermée entre un directeur d'acteur et l'acteur. Je remets toujours entre les deux la question du texte. Ça, c'est une première chose, disons, de dire que c'est pas à partir il y aurait un retour, enfin un type d'unification possible, d'identification finalement. Toute la logique de l'identification fait que on arrivera à des situations qui, à mon avis, nous empêchent d'accéder à une condition hétérophonique. Alors, à l'inverse, il faut se dire, qu'est-ce que c'est que les stratégies, on va dire ça comme ça, les stratégies qui maintiennent cette hétérophonie-là. Alors, là, il faudrait différencier des cas qui sont des cas de travail, quoi. Alors, je veux dire par là que il y a des situations dans lesquelles, effectivement, le texte, la question de l'écriture, sert de témoin à la relation entre l'acteur et le metteur en scène. Et il y a d'autres situations qui engagent, il me semble, on pourrait dire une certaine méthode, où c'est plus seulement les acteurs qui, dans la relation avec le metteur en scène, font l'épreuve d'un texte, c'est aussi le texte qui peut être mis à l'épreuve des acteurs. Ça, c'est une chose un peu singulière, particulière, et qui relève d'une tentative qui est
finalement, actuellement, théâtralement, celle qu'on conduit au sein de notre travail théâtral, qui est une chose compliquée, mais dans la mesure où qu'est-ce qui fait à ce moment-là la base sur laquelle on travaille, le fond sur lequel on travaille. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles finalement le travail de composition ne précède pas le travail de la relation, et comment cette conditions-là modifient quelque chose de la relation. Bon, voilà, dans notre travail, ça signifie que ça engage deux choses, je crois. D'abord, de se dire que les gens qui sont rassemblés autour d'un travail théâtral leur point de rencontre n'est pas donné d'avance. C'est-à-dire, on ne se dit pas, on va monter une pièce existante. On se dit, on va construire quelque chose qui sera bien une pièce, mais qui n'est pas une pièce existante. Ce qui signifie que on part à ce moment-là de quelque chose qui est ce qu'on pourrait appeler finalement une idée ou un motif, à partir de quoi les différentes activités de l'art théâtral se déploient. Pour vous donner simplement un exemple, ça veut dire que si on se dit, voilà, on part d'une idée, un motif, on pourrait dire un motif dans un autre art, on part d'un motif qui est posé entre tous, acteurs, metteurs en scène, auteurs, etc. Quand on part d'un motif comme ça, disons la jeunesse, ou dans le travail, la figure de l'étranger. Quand on part d'un motif comme ça, ou d'une idée comme ça. En général Aussi général que ça non, bien sûr que non, elle est un peu plus organisée. C'est-à-dire qu'elle est décidée, ou sa nécessité est donnée à partir de, disons, on pourrait dire là, d'une situation historique ou théâtrale qui fait qu'on se dit, voilà, disons qu'il y a une primauté, il y a une nécessité à aller sur cette idée-là. Voilà. Qui est à la fois, vous voyez bien, une idée qui a toute son abstraction, et puis qui agrège à elle déjà un certain nombre de représentations qu'il va falloir mettre à l'épreuve du travail théâtral. Une des manières de faire, il y en a plusieurs évidemment, mais une des manières de faire consiste, après discussion, mais pas sur un plan strictement théâtral, discussion sur cette idée placée au centre, de, par exemple, donner d'abord la main aux acteurs. C'est-à-dire donner d'abord la main aux acteurs, non pas dans en leur disant, ben voilà, vous avez une idée, improvisée, etc., mais en leur demandant de constituer déjà une proposition, qui est une proposition théâtrale, c'est-à-dire qui implique un dispositif de regard, qui implique la convocation de textes donnés, etc., etc., et qui, évidemment, il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est des choses qui vont servir en tant que telles à la composition ou à l'écriture d'une pièce. Mais c'est, disons, un premier mouvement que j'apparenterais d'une certaine façon à ce à quoi on a affaire dans un, on pourrait dire presque dans un dialogue socratique, c'est-à-dire que la question est d'abord de dire, là on dit de faire théâtre à partir de ce que, dans un premier temps,
les uns et les autres, et les acteurs en premier lieu, finalement, pensent. Qu'est-ce que ça leur fait faire, cette chose-là? Qu'est-ce que ça leur fait faire? Et après, évidemment, comme dans le dialogue socratique, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Mais il s'agit, dans l'organisation d'un premier temps comme celui-là, on pourrait dire tout comme dans le dialogue socratique, de ferrer quelque chose d'une subjectivité au travail. C'est-à-dire de dire, à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui est misé, sans qu'il y ait eu au préalable de résultats demandés ou de choses à laquelle se conformer, qui est misé, et c'est à partir de cette mise-là que le travail s'engage, c'est-à-dire que le travail s'engage de dire ce qu'on a vu de ce qui s'est passé, de ce qui est à déployer, à abandonner, etc. Ça veut dire, ça nie pas du tout le travail qui est ensuite le travail d'écriture ou de composition. Ça reste une donnée, je pense, inaliénable du travail. Seulement, il me semble que ça produit, notamment dans une espèce d'habitude prise, aussi, à mon avis, d'ordre éthique prise. C'est-à-dire que l'acteur puisse, à un moment donné, dire ce que non seulement, je disais dans cette phase initiale, mais ce qu'une fois le texte constitué, ce que produit pour lui, par rapport à toutes les étapes qui ont été traversées, l'épreuve de ce texte. Je veux dire par là que il sort de ce qu'on pourrait appeler, c'est une manière de sortir de ce qu'on pourrait appeler la position de l'acteur interprète. L'acteur interprète. Il y a une question qui m'échappe. Qu'est-ce qui décide? Alors voilà. Je peux dire quelque chose? Oui. Il me semble que là. Attends, je réponds. Oui, vas-y. Non, mais parce que ça répond. Parce que d'abord tu dis c'est parce qu'on part d'une idée et pas d'un texte existant, alors qu'à mon avis c'est vrai aussi bien partant d'un texte existant qui serait un matériau de départ qu'on mettrait au centre de la table, enfin qui serait un objet d'étude qu'on mettrait au centre de la table, et par ailleurs tu réduis la question de la décision du metteur en scène à la relation qui serait celle première entre les acteurs et le metteur en scène, ou entre les acteurs et le texte. Or moi, il me semble que la question, c'est de la pratique qui maintiendrait une hétérogénéité, disons. C'est bien celle de la mise à égalité devant le travail, donc devant une question, si c'est une question de type philosophique, ou devant un texte, si c'est ça l'enjeu du travail. Mais c'est bien que ce qui différencierait un metteur en scène, disons, à tendance unificatrice ou à tendance homogénéisante, d'un metteur en scène qui ferait travailler une forme d'hétérophonie, à l'intérieur même de sa pratique, pas seulement dans la composition, c'est une pratique qui tendrait à une mise à égalité devant l'objet de travail, quoi. Et de se dire, et même en ayant un texte, ça suppose pas qu'on sait ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire de dire, voilà, bien sûr. L'objet du travail, c'est ce texte. Quelles sont les conditions pour que l'ensemble des artistes en présence, et il y a évidemment les acteurs, mais il y a aussi les architectes, les costumiers, les gens qui font la lumière, les gens qui font le son, quelle est la condition pour que ces gens-là soient mis à égalité en face du travail, et que dans le travail lui-même, cette égalité s'exerce. Et c'est pour moi la condition de l'hétérogénéité, parce que l'hétérophonie, j'arrive pas bien à saisir, mais la condition de l'hétérogénéité et du maintien de l'hétérogénéité, c'est que précisément il n'y ait pas, pour moi le travail du metteur en scène, c'est d'arriver à faire en sorte qu'aucune hiérarchie ne s'installe entre la nécessité de la scénographie, la nécessité du costume, la nécessité de la lumière et la nécessité que les acteurs dont les acteurs vont faire l'épreuve sur le plateau, qu'il puisse y avoir le travail que la décision du metteur en scène relève d'une décision sur le temps, c'est-à-dire quel est le temps
est-ce que le temps du travail des acteurs précède le temps du travail de la lumière, ou dans quel temps les choses vont se succéder les unes après les unes aux autres, ou se rencontrer, ou à quel moment elles vont se rencontrer, mais que du coup la condition ce serait d'arriver comme ça, ce qui est quasiment impossible quand on connaît les conditions de production théâtrale, d'arriver à maintenir une égalité ou à défaire systématiquement une hiérarchisation des pratiques et des techniques. Parce que et juste pour terminer, sur la question de la technique, quand tu parles de Jouvet en disant il met le texte comme un élément de discussion entre l'acteur et le metteur en scène, pour moi par exemple Jouvet il met pas le texte comme un élément de discussion, le texte c'est l'objet du travail, il met la technique. Donc la question qui devrait se reposer aujourd'hui sur le champ de la mise en scène en Europe, c'est la question des techniques. Pas que, mais c'est la question des techniques et la question de la déhiérarchisation des techniques oui, mais, en scène. Alors, ça, je suis évidemment d'accord sur l'ensemble de ce que tu viens de dire, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire qu'effectivement, un des plans que cette éthique de l'hétérophonie déploie, elle concerne l'organisation du travail, et aussi bien, c'est quand même important, parce que tout ce que j'ai dit là, c'est impliqué par des rapports qui sont des rapports de production. Il faut bien le dire quand même, c'est-à-dire que ce double de la figure du metteur en scène qui dit ce qu'il veut, c'est parce qu'elle est doublée de la figure de l'employeur qui embauche un acteur sur un temps réduit et qu'il veut lui faire exactement ce qu'il veut faire. Et qu'évidemment, la question de l'égalité implique, à mon sens, la question du travail, on pourrait dire du travail en troupe, hein, qui permet effectivement d'installer et une égalité, notamment, si on descend, le théâtre est quand même fait de ces choses-là aussi. Ça veut dire aussi une égalité de salaire, ça veut dire pas d'embauche selon les... Mais c'est une éthique primaire, mais quand même importante. C'est-à-dire, voilà, il faut quand même en parler de ce truc-là, parce que parfois ça conditionne les pratiques à un point qui se ressent dans l'œuvre, disons, on va dire ça comme ça. L'autre chose qui quand même est vraie, c'est-à-dire que l'affirmation, la tenue de l'égalité, c'est le cœur de cette éthique-là. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, en ça qu'elle a partie liée à la question de la justice dont on parlait tout à l'heure, plus à l'égalité qu'à la fraternité, pour le coup. Après, je pense que la question que pose François n'est pas défaite. C'est-à-dire que la question de qui prend la décision, ça veut dire qu'elle est engagée sur ce plan, elle est engagée dans une circulation. C'est-à-dire que la question de la décision n'est pas remise ou confiée intégralement à un seul. Ça veut dire que, évidemment, c'est l'objet, comme on dirait, comme ce qui se passe, pour le coup, à mon avis, dans le moment où on arrive à quelque chose, comme ça peut se passer dans une réunion politique. Là, pour le coup, l'analogie fonctionne. C'est-à-dire que qui prend la décision, à quel moment donné on s'entend sur quelque chose qui indique une justesse partagée, c'est cette chose-là, mais elle n'est pas en attente d'une décision. Cela dit, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est voué à des processus d'aller-retour, parce que quand on dit qu'est-ce qui décide, si par exemple il se dégage quelque chose, et que sur le plateau, disons, et que ça me demande de décider quelque chose dans l'écriture, ou pour l'écriture, ça veut dire qu'évidemment, il s'agit de partir d'une décision, de repartir à ce moment-là d'une décision qui a été prise dans l'écriture, et de voir ce qui a ensuite été produit. C'est-à-dire que la décision, elle est travaillée en chacun des points de l'art théâtral, dans toutes ses dimensions, si vous voulez. Tu veux rajouter ? On pourrait dire que celui qui décide, à mon avis, celui qui décide, c'est celui qui est capable de se dessaisir de son pouvoir. Dans une organisation de création qui dirait, finalement, si le metteur en scène, c'est celui qui défend une pratique égalitaire,
et donc une hétérophonie, une hétérogénéité, un maintien d'une hétérogénéité, c'est celui qui est capable de se dessaisir de son pouvoir puisqu'il se bat pour le maintien d'une pratique égalitaire entre les gens qui travaillent là sur la création. Et du coup, parce que je trouve que c'est extrêmement important cette histoire de l'unité ou de l'unification sur la question de la mise en scène aujourd'hui politiquement. Parce que je pense qu'on est dans un système dans lequel, de production théâtrale, hein, j'entends, dans lequel il y a une valorisation, une survalorisation des metteurs en scène de type unificateur, qui soient des gens qui travaillent à une forme d'harmonie type comédie française, ou des gens qui travaillent à une forme de chaos général, mais ce qui est une forme d'unification aussi, hein, de chaos général type les mises en scène ultra contemporaines, trash, etc. Il y a une survalorisation comme ça du metteur en scène en tant que celui qui détiendrait une vérité et en tant que celui qui imposerait à l'ensemble de son équipe une vision. Et que du coup... C'est ce qu'on traduit un peu, c'est ce qu'on repère dans une certaine tendance, par exemple, ou habitude prise de la... Notamment, c'est révélé par la critique théâtrale, je pense, cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, notamment sous un schème bien précis, qui est celui de la lecture. C'est-à-dire que le metteur en scène, ce serait celui qui devrait donner sa lecture, d'accord, d'une œuvre ou d'un texte. Et puis en général, les critiques se composent de la lecture que fait le critique lui-même de l'œuvre, et qui interroge au gré de la lecture qu'on produirait le metteur en scène. Mais du coup, ça voudrait dire que sur le plan du théâtre, l'hétérophonie, c'est presque seule une pratique, seul le travail d'une pratique égalitaire à l'intérieur d'une troupe qui implique un certain nombre de corps de métier, de techniques et de pratiques singulières, serait l'éthique égalitaire serait la seule garante d'une hétérophonie théâtrale. Qu'est-ce que vous appelez pratique égalitaire? J'ai pas bien compris. C'est là-dessus qu'on est depuis tout à l'heure. Oui, on entend. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. On peut... Pour moi, si j'avais une idée là-dessus, ouais, si vous me permettez, c'est de considérer ce qui relèverait de la justice dans ces pratiques, c'est que chacun devienne un grand artiste à sa manière. C'est le seul point qui me semble pertinent. À part ça, égalité, je vois pas. Non, c'est que chacun devienne un grand artiste à sa manière. L'acteur, il devient un grand acteur. Le metteur en scène devient un grand metteur en scène. Le costumier, il devient un grand costumier. C'est ça qui, à mon sens, révèle qu'il y a quelque chose là de pertinent. Oui, mais ça voudrait dire que... C'est tout. Pour devenir un grand costumier, ça voudrait dire qu'il serait il est dans une situation de travail où il est en capacité d'affirmer ce qu'il veut faire. Oui, mais ça n'implique absolument pas que le metteur en scène s'impose de se réduire, de s'amoindrir dans sa vision. Ah non, contre. Non. Oui, non, mais d'accord. Par exemple, si on prend, je sais pas... Mais il se réduit quand il impose sa vision aux autres, de fait. Et non, justement pas. Non, je crois pas. Je crois pas du tout qu'il se réduit. Il fait son travail de metteur en scène complètement. Il fait son travail en devenant un grand metteur en scène. Non, je ne crois pas qu'il se réduise. Par exemple, Pina Bausch, elle devient Pina Bausch, mais avec Dominique Mercy qui devient un grand danseur, ou je sais pas, d'autres. Et ça n'amoindrit pas Dominique Mercy que Pina Bausch devienne complètement Pina Bausch, et que ses spectacles soient complètement Pina Bausch. Il ne me semble pas que ça les réduise. Non, mais ça n'amoindrit pas Dominique Mercy que Pina Bausch soit Pina Bausch, c'est ça. Le truc, c'est que quand tu entends Dominique Mercy parler du travail avec Pina Bausch, Dominique Mercy, il dit on est dans le travail, dans des rapports d'égalité quant aux décisions qui sont prises. Par exemple, le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, Jérôme, c'est important. Non, attends. Parce qu'il y a un modèle très précis, et là tu parles de Pina Bausch. Parlons de Pina Bausch. Pina Bausch, pour le coup, le procédé dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que c'est l'amour, et les danseurs, c'est-à-dire que le Tchèque, il compose un truc avec son cachet d'aspirine. Regardez le film Un jour Pina m'a demandé, et que la constitution, après je ne parle pas ici du travail, c'est pas des analyses du spectacle de Pina Bausch, mais la méthode que Pina Bausch met à l'œuvre, pour le coup, elle démarre précisément dans la demande faite aux acteurs de composer à partir de motifs ou d'idées dont ils saisissent. Alors l'hétérophonie Pina Bausch, elle est liée aussi à ce que s'agrège autour d'une idée ou d'un motif l'hétérogénéité même de la troupe de Pina Bausch, qui fait que
Ces gens viennent chargés d'histoires, de lieux, de trajets qui sont extrêmement Ou par exemple, séparés. dans la scénographie, Il y a ça. il n'y a pas d'asservissement de la scénographie au sens qui serait, à la fiction qui serait... Il n'y a pas l'histoire que Pina Bausch écrit avec avec les danseurs, et ensuite un scénographe qui serait... Je termine. Un scénographe qui serait asservi et qui serait obligé de servir la soupe à l'histoire racontée par les danseurs et donc de faire un décor qui correspond à l'histoire qu'il raconte. Non, la scénographie par exemple, elle est décidée, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur l'idée que Pina a amenée au départ de la création. Et par exemple, le scénographe, il va dire, ben moi, je vais mettre cette idée-là, pour moi, ce qu'elle porte, c'est de mettre sur le plateau un caillou de... je ne sais plus quelle scénographie, c'est une espèce de gigantesque masse de pierre, évidemment, fausse pierre. Et lui, il met ça au milieu du plateau, et les danseurs doivent travailler avec cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler avec l'idée que lui... Oui, mais est-ce que pardon, pour juste démêler l'histoire. On n'est pas d'écouter la parole de chacun, forcément. Oui. Non. Le point est de dire à partir de quel moment telle parole, elle est porteur de quelque chose de beau artistique. Beau, c'est pas forcément le mot, mais de producteur artistiquement. Mais si c'est bien artistiquement, alors ok, mais si c'est pas bien, non. Donc il faut à un moment ou à un autre, il faut décider. C'est-à-dire que je pense que ce qui est dangereux là-dedans, c'est de la même façon que j'ai essayé de les séparer un petit peu délicatement et de dire qu'il y avait une analogie avec des types de rapports politiques. Il ne faut pas non plus les réintroduire massivement. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui pose une décision, un truc, je ne vais pas dire que c'est immédiatement un oppresseur. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe à ne pas réinjecter dans une situation de travail théâtral. C'est un oppresseur parce que c'est pas bien artistiquement. C'est à ce moment-là où c'est un oppresseur. Je peux rebondir peut-être peut-être pas de manière pertinente, mais moi j'ai été très frappée par le fait qu'on est quand même tendu entre narration, donc une narration qui ferait une unité, etc. Et puis, une multiplicité d'actants, on va dire ça comme ça, qui ferait disparaître la narration. Et donc tu as opposé aussi donc Aristote, qui donc oppose le poème, enfin donc l'épopée et puis la représentation. Mais on a cette opposition qui revient sans arrêt à plusieurs reprises, comme une sorte de séparation, renoncement, etc. Enfin, on a cette opposition. Mais il me semble bien quand même que Aristote, comme chez Freud, enfin ou n'importe quoi, il y a la notion de catharsis, de purgation. C'est-à-dire, il y a quand même, on est là pourquoi pour jouer dans l'imaginaire quelque chose qui va faire que il se passe quelque chose, quoi. Et cette place-là, cette chose-là qui se passe dans le théâtre, c'est pourquoi on vient. C'est quand même ça qui réunit tout le monde, non? Où est-ce que... après, sur l'histoire de la catharsis, ça nous emmène dans des il y en a eu tellement de versions, si je puis dire. Oui, non, mais j'entends, ça revient quand même cette idée. Bien sûr. Il y a quand même un truc que tout le monde doit chercher, ou en tout cas sur lequel tout le monde doit se positionner, et doit arriver. Parce que s'il n'arrive pas, bien sûr. Il y a pas. Après, voilà, la catharsis, en l'occurrence, si on reste fidèle à la logique même d'Aristote, c'est une opération qui est propre au poème. C'est pas une opération qui est par exemple, c'est pas du tout la question qui est posée dans le rapport, comme on dit, du public à ce qu'il voit sur la scène. Parce que si le public, si ça lui reste étranger, si le poème lui reste étranger... Non, le public, évidemment. Je veux dire que dans son champ, qui est celui du poème, c'est important de dire que la catharsis, c'est la façon dont il dit que c'est l'épuration de certains types d'émotions qui sont là. C'est la composition du poème elle-même qui prend en charge cette chose-là, il me semble, chez lui. Après, que tu dises, il faut... Il y a quand même l'idée de la durée dramatique qui doit, qui doit être celle qui convient au public donné, etc. Enfin, il y a le poème, bien sûr, mais jusqu'où est-ce que l'opposition narration, mimésis, enfin narration-disposition, est tellement importante, enfin, est-ce que c'est pas justement dans la rencontre entre ces deux choses-là que se jouent les enjeux? Enfin, jusqu'où est-ce qu'on peut dire, la narration, il n'y en a plus, chacun agrège son truc, il faut bien qu'il y ait quelque chose à un moment donné bien sûr, qui fasse oui. Donc,
Mais tu vois, c'est ce qu'on essaye un peu de nommer depuis le début du séminaire aussi par touche, c'est-à-dire de dire, quand tu dis il y a la catharsis, mais la catharsis c'est effectivement que quelque chose se produit et qui est envisagé par Aristote pas comme simplement un traitement de certaines affections, c'est des émotions particulières. Or, les émotions particulières, elles témoignent déjà d'un type de relation. Et ça, c'est propre à la tragédie. C'est-à-dire de dire la crainte et la pitié, c'est pas exactement la fraternité, l'amitié, etc. Il me semble qu'il y a des types de relations, et que la crainte et la pitié en sont des types de relations, qui sont propres à ce qui se joue dans l'histoire de la tragédie. Il me semble que l'émotion dont on parle ici, qui est l'émotion disons que une réunion théâtrale, elle travaille aussi à partir d'un type. Ce qu'elle cherche, là tu as tout à fait raison, ce qu'elle cherche, si on dit que c'est des modifications de la relation entre des acteurs et un public, d'un acteur, c'est quand même on pourrait dire un type un type ou des types d'émotions déterminées. Mais ça, il faut bien on peut peut-être différencier pour le coup des œuvres par leur tout aussi, je ne sais pas comment dire, belles, par le type d'émotions auxquelles elles s'attachent. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui a quand même conditionné. Ça purge d'une manière ou d'une autre. Ouais. Non, mais pour aller dans le même sens, mais là on est parti dans la discussion. Oui, bien sûr, non. Tu avais à peu près fini ou parce que bon. Non, pardon, il reste peu de temps. Moi je suis en tous les cas sensible à la question de Violaine, qu'est-ce qui fait un là-dedans? Parce que c'est quand même ça, à mon avis, parce que comment dire, la métaphore avec la comparaison avec la politique, ça, je comprends bien, mais enfin c'est quand même une comparaison. Ou si on n'en fait pas une comparaison, à ce moment-là ça devient autre chose. C'est-à-dire on considère que le théâtre est une activité politique, peut-être, enfin c'est une voie particulière. Enfin, de toute façon, en politique, on a des manières de compter pour un certaines choses. C'est-à-dire une manifestation, c'est une manifestation. C'est pas une réunion, elle est... Donc, on a un mode politique de compter pour un, ce qu'on appellera une réunion, ou je sais pas quoi. Donc là, je réinterroge un peu ce que tu as dit sur la manière de compter pour un. Alors quoi, justement? C'est pour ça que j'ai pas bien compris, moi, pourquoi tu semblais, au départ, rayer l'idée que ça puisse être une œuvre. Bon... On ne va pas le compter pour un, ce qu'on va produire, c'est pas une œuvre, m'a-t-il semblé, enfin tu as adopté ça. Tu n'as pas non plus dit, on ne va pas le compter pour un comme un spectacle, donc ça ne va pas être compté pour un comme ça. Enfin, alors qu'est-ce qui le compte pour un? Alors il me semblait que justement l'hypothèse de Violaine, c'est que bon, finalement, on devrait... Moi je ne la reprends pas, mais enfin on doit pouvoir compter pour un une purgation ou une catharsis particulière avec des délimitations, enfin je ne sais pas quoi. Bon, mais alors... Il y a là côté, est-ce que c'est la problématique, la performance, qui serait plutôt la performance, mais où on a quand même l'impression à ce moment-là que qu'est-ce qui est compté pour un dans une performance, et qui n'est pas simplement, est-ce qu'on est simplement devant un travail somme toute infini, mais dans lequel il n'y aurait pas de compte pour un, enfin dans lequel la découpe serait de façon relativement arbitraire. Bon, bah on fait ça, on fait tout. Bon. Ben, voilà, donc pourquoi se priver? Moi c'est la chose, et je ne comprends pas. Du compte pour un de l'œuvre. Moi, ça, en ce sens-là, je suis classique, mais pourquoi à ce point raturer ça? Parce que, par exemple, une œuvre hétérogène, ça existe, ou une œuvre hétérophonique, ça existe, mais ça reste une œuvre. Une œuvre hétérogène, c'est pas de l'hétérogénéité, c'est quelque chose de particulier. Bon. Donc, l'ensemble des propos qu'on a n'implique pas ipso facto le fait qu'on devrait se priver de la capacité de compter pour un quelque chose, et de le compter pour un dans l'espace propre à l'art en question. Là, je suis d'accord avec toi, on ne compte pas du tout de la même manière. Et donc, et alors là, évidemment, quand on va tomber sur cette question-là, on va retomber sur des questions, évidemment, de décision, c'est évident. C'est-à-dire, qui va être détenteur et même dans les situations politiques, là je suis désolé, mais l'égalité, à mon avis, de ce point de vue-là, n'est pas antinomique avec la hiérarchie. Enfin, je veux dire, j'ai toujours vu que les collectifs politiques étaient hiérarchisés, et ça fait pas de mal à l'égalité, à mon avis. Il y a un moment donné, quand même, il faut bien que la fonction de compte pour un, d'une façon, ait son pendant, on va dire, dans des positions diversifiées dans la réalité. Sinon, à mon avis, ça ne marche pas.
ou alors on est dans la continuité dans laquelle on découpe un peu arbitrairement et on dira, bon, je sais pas quoi, comme les réunions dont on dirait, elles s'arrêtent parce que maintenant on est fatigué et puis on reprend le lendemain. Bon, mais ça c'est une mauvaise réunion politique, c'est évident. C'est une réunion politique, c'est quand même une réunion qui est capable de décider sur quelque chose. Pas obligatoirement de manière quand même pas obligatoirement de manière hiérarchique. Enfin, il n'y en a pas un désigné avant. Non, mais c'est pas qu'il y en ait un qui décide pour les autres, c'est pas ça. Mais je ne crois pas que la politique, enfin, je ne pense pas que l'idée de l'égalité, on va le dire. Alors si on le dit logiquement, elle n'est pas contraire de l'idée de la hiérarchie. Ça, je crois pas. Éventuellement, on va dire, pour parler comme, elle est subcontraire. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas une incompatibilité de, voilà. Je ne vais pas dire que. Bon. Enfin voilà, je reviens sur la question parce que pourquoi raturer l'idée qu'il s'agirait de produire alors une œuvre, quelque chose, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux, mais il me semble que si on se prive de ça, je ne l'ai pas entendu, ça t'a entendu? Moi non plus, non. Non, moi je l'ai pas entendu. Non, mais alors, je ne me suis pas privé de ça. D'abord, pour te donner raison, je pense qu'il y a un usage du terme aujourd'hui, par exemple, collectif. Dans la constitution même, dans la façon dont les gens du théâtre on dit c'est un collectif, donc c'est un truc où il n'y a pas la hiérarchie ancienne du metteur en scène. C'est pas une compagnie, quoi. Enfin, c'est des gens qui travaillent ensemble et qui effectivement mettent en avant le nom, le signifiant collectif pour dire on n'est plus sur l'ancien modèle hiérarchique où un metteur en scène nous disait ce qu'on devait faire, etc. etc. Ça c'est une chose. Moi c'est pas du tout ça que j'essaie de mettre en avant, c'est-à-dire que le modèle, disons, il y a une structure ou un modèle assez classique de la compagnie, c'est-à-dire de dire il y a des compagnons là, et que le travail à l'intérieur de ça, la responsabilité et la situation dans le travail du metteur en scène, des acteurs, des costumiers, du machin, etc., demande à chacun dans son enjeu de recherche, de prendre sans cesse un certain nombre de décisions. Et que l'éthique, là-dedans, c'est de dire que, et c'est pas on ne se force pas à prendre des décisions, c'est-à-dire que c'est pas dire il faut que tout le monde se prononce, sinon on ne peut rien faire. Évidemment que non. Mais la façon de dire qu'il y a quelque chose de la décision qui est non seulement possible, mais interrogeable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, notamment, par exemple, la question de la réécriture à partir de... Ça, voilà, ça c'est plutôt ça. Maintenant, sur l'histoire de l'œuvre, je la rature pas du tout, j'en fais une des dimensions. C'est-à-dire en disant, au théâtre, comme en témoigne la fonction du metteur en scène, s'articule quelque chose qui relève bien de l'œuvre, c'est ce que j'appelais au début la trame répétable, et qui produit évidemment tout ce qu'elle a à produire, et une autre dimension qui serait celle de la relation subjective que la réunion théâtrale implique. Donc il ne s'agit pas du tout de dire il n'y a pas d'œuvre où l'œuvre ne peut pas être tenue pour une, mais il s'agit de dire que le point d'unité de la relation théâtrale, il est au croisement de quelque chose qui relève de l'œuvre et de quelque chose qui relève des gens qui sont immédiatement... Ça ne fait plus partie de l'œuvre. À partir de là, ce n'est plus ce qui constitue la question de l'œuvre. Parce que pourquoi elle n'irait pas jusqu'à là? Pourquoi elle resterait limitée au poème, quoi? Pourquoi, vu ce que tu en dis, non? Pourquoi c'est pas une opposition, en fait, c'est une séparation de fait pour pouvoir faire l'analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, en pratique, les deux dimensions, celle de la disposition et celle de l'écriture de l'œuvre au plateau, elles sont absolument et intrinsèquement liées. Et il n'y a aucune séparation possible en acte. Je veux dire, la séparation qu'Olivier fait, il l'a fait pour des besoins, comme il l'a fait dans la thèse, c'est-à-dire qu'il l'a produit pour des nécessités, pour pouvoir analyser quel type de travail est en jeu dans la composition de l'œuvre et dans la relation de jeu qui est particulière et qui pourrait être isolée, je veux dire, qui théoriquement peut être isolée. C'est-à-dire qu'une fois que l'œuvre, par exemple, si tu filmes le spectacle et que reste la trace de l'œuvre, bon, bah, la disposition de la relation de jeu qui aura eu le 23 janvier au théâtre de la ville, celle-ci,
elle n'est pas reproductible ou elle n'est pas immédiatement saisissable. Donc c'est une séparation qui n'est absolument pas effective Mais après, ça demeure, enfin moi j'entends bien la question que tu poses, François, sur la question de ce qu'est à ce moment-là contemporain, parce que ça ne suffit pas exactement de dire, bon ben, ce que ça impliquerait directement, ou ce à quoi ça renvoie, c'est de dire, l'un de tout ça, c'est la réunion. En tant que dans la réunion, sont à l'œuvre, à la fois c'est la relation de jeu, et bien sûr la dimension de l'œuvre. C'est-à-dire que ce qui fait unité, voilà, on pourrait dire que c'est ça qui fait unité, mais la question est de savoir évidemment ce qui dans cette unité-là, ce contemporain-là, est susceptible de se produire ou de se passer. C'est-à-dire que ce que dit Violaine en disant, ben, quand même, c'est pas la question d'analyser les différents termes présents, mais de dire qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on en éprouve de cette chose-là. Effectivement, je pense que ça met la question, ça peut mettre, enfin à mon sens, ça met la question de l'émotion au premier plan. Mais émotion, alors après, il faudrait s'entendre sur exactement préciser cette chose-là. Moi, j'aurais tendance à dire que justement, c'est une... Le terme est très vaste, comme le terme de catharsis. C'est-à-dire, après, peut-être qu'il faut en faire intervenir des critères un petit peu plus discriminants. Et dire, par exemple, moi, c'est ce que j'aurais tendance à soutenir, que cette émotion-là est une émotion de pensée, quoi. Voilà. Une émotion de pensée. Après, ça veut dire, c'est juste pour la distinguer, parce qu'on se dit, il y a des émotions, on peut être chamboulé de manière ou d'une autre par telle ou telle chose. Et je pense que la question, c'est ça, c'est-à-dire que mon problème au bout du compte, c'est de dire à quelles conditions l'articulation d'une œuvre et des relations subjectives qu'elle occasionne produit pour les gens qui sont dans la réunion théâtrale une expérience de pensée. Moi, c'est quand même ça. Alors peut-être je le dis tardivement, mais c'est quand même ça. Mais alors, posons une question alors plus simple, parce que là c'est difficile, c'est pour arriver à rentrer, je ne connais pas assez votre travail, hein, donc je suis désolé. Au terme du travail que vous nous avez présenté, est-ce que finalement vous arrivez à des textes, apparemment ça se dépose dans des textes, il y a un texte, bien. En quoi ce texte-là, finalement, est-il différent d'un autre texte de théâtre de Beckett ou non, sans didascalie ou pas avec didascalie? Parce que finalement, est-ce que vous ne décrivez pas un processus de production particulier, mais qui aboutirait au même résultat que les autres? Qui produisent un texte, c'est donc finalement, vous arrivez à un texte, on pourrait dire c'est une pièce de théâtre qui pourrait être reprise par Tartampion, dans 100 ans, ça pourrait être repris par quelqu'un. Mais par exemple, Beckett, quand il créait une pièce, lui, et qu'elle était reprise, on a un nombre de textes de Beckett ou même de Genet voyant des mises en scène de ses propres textes mis en scène par d'autres, disant c'est une hérésie. Oui, mais ça, on s'en fout de Genet, là, pour le coup. On s'en fout. C'est comme si Bach, il écoutait aujourd'hui, il jouait, il dirait c'est une hérésie. On s'en fout, ça. C'est pas le problème. Évidemment, ça peut être monté, enfin, que cette trame-là... La question, je pense que quand ça fait partie, quand c'est interne, disons, à un travail de compagnie, ça suppose, et ça implique comme possibilité en tout cas, un travail on pourrait dire, d'ajustement. Et j'y tenais un petit peu à cette chose-là, sur la question de la réécriture. Parce que je pense que quand même, pour avoir posé la chose de façon un peu séparée, en disant, voilà, l'écriture c'est de la composition, qui s'affirme comme composition, et qui a comme nécessité de prendre ses propres décisions dans son champ. Et qu'elle émane ou pas de quelque chose qui relève du jeu, ça c'est une chose, mais ça peut ou pas, c'est pas le problème. La question de leur proximité pose pour moi la question de... il se peut que se produisent des choses dans la relation de jeu telle qu'on l'observe, qui conduisent et qui s'énoncent, qui peut s'énoncer de part et d'autre, enfin et des acteurs aussi, se produisent des choses telles que ça contraigne à la réécriture. Ça contraigne à la réécriture. Et ça, il faut le mesurer, parce que c'est-à-dire, si je prends une analogie, je poursuis un tout petit peu l'analogie politique, en disant, voilà, rapidement, juste pour dire que
il est bien question, disons l'écriture, disons ça comme ça, peut-être que ce qui se joue à l'échelle d'un mouvement politique ou d'une situation politique implique ou demande la réécriture d'une loi, par exemple. La réécriture d'une loi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit, donné, qui C'est vrai est... quand la loi est pas bonne. Hein? C'est vrai quand la loi est pas bonne. Mais en plus, je pense toujours la que même c'est chose. Ah, mais ça, attends, Toucher à la loi. bien sûr, si tu veux. Il n'y a jamais de loi bonne. Bien sûr. Mais c'est-à-dire, la loi bonne, pas celle de l'écriture. Il n'y a jamais de loi. La question, c'est de Oui, savoir. mais Vas-y, c'est- continue, oui, ça c'est tu intéressant. vois, c'est-à-dire que Ça, c'est constamment, de cette façon. Oui. ça, c'est constamment. Les lois sont C'est constamment, constamment. écrites. de Mais toute façon. le travail du corps de loi, enfin de l'écriture elle-même de la loi, elle me semble en droit ou en fait distinguable de ce qui, ayant à faire l'épreuve de cette loi, demande, et pas simplement être dans l'obéissance vis-à-vis de cette loi, demande à un moment donné la possibilité, que tu dis constante, mais il faut quand même la chercher, d'une transformation ou d'une modification de cette loi, qui ne demande pas la destruction de toute loi, c'est-à-dire qui ne dit pas en fait il ne faut pas qu'il y ait de loi parce que la loi est oppressive, la loi nous contraint, etc. Mais demande la réécriture, c'est-à-dire l'altération d'une loi par quelque chose qui finalement ne se donne pas dans l'élément de l'écriture par soi, c'est-à-dire que c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire une manifestation, c'est pas une loi, c'est pas un geste d'écriture, une manifestation. Voilà. Après, le rapport entre l'écriture et la manifestation, les mots d'ordre, etc., mais c'est pas une loi. Mais comment tu réponds à ma question là? Tu n'as pas répondu à ma question. C'est finalement, au bout du compte, est-ce que ça produit... Ça, tu décris un processus, j'ai bien une manière de travailler, Ouais. mais est-ce que le résultat est le même ou non? C'est ça ma question. Mais non, mais parce que vous considérez que le résultat, c'est le livre. Non, mais C'est-à-dire est-ce que qu'il y en là, a... Non, c'est c'est pas pour ça ça. que je- Est-ce qu'il y a un résultat? Il y Mais a- là, c'est pas ma question. Est-ce que vous considérez, vous, que votre c'est travail bien. aboutit aussi, je dis pas uniquement, je dis pas qu'il se réduit à ça, pas du tout. Vous faites une série, mais est-ce qu'il aboutit aussi à produire quelque chose comme un texte de théâtre appropriable par d'autres Oui, que mais vous les... sauf Oui, que- oui, oui. sauf- Ah oui, oui, pour répondre, évidemment, sauf que l'œuvre n'est pas le texte. Voilà. Non, Si, mais enfin, je veux dire, c'est quand même essentiel Ah oui, de alors dire ça ça. c'est intéressant, c'est là où ça... L'œuvre, ça n'est pas le texte au théâtre. Si l'œuvre c'était le texte, alors tout le développement que vient de faire Olivier sur la question de la mise en scène serait caduque. C'est-à-dire que il l'a dit tout à l'heure, je l'ai noté, je me suis dit, il faut qu'on le mette sur la première page de tous les livres. Le texte publié, Voilà les termes de la loi Ça vaut qui loi, tombent. les lois. c'est vrai, le texte publié, c'est le relevé d'une pratique. Et le poème théâtral écrit, c'est le relevé du poème scénique. Ça n'en est que le relevé. Et Oui, ça, il est transmissible en tant Il y a que le temps, relevé et pas en tant qu'œuvre. L'œuvre, c'est celle qui aura lieu tel jour, à telle heure, en présence de tels acteurs et de tel public. Et non, mais c'est hyper important parce que sinon... c'est Juste, que tu le ce que ressens- essayes non, mais de tu dire dis- sur la loi et sur la Oui, réécriture, d'accord. en vérité. Mais tu dis, là, tu l'étends un peu trop, c'est-à-dire, là, c'est la question. Ça veut dire tous les soirs c'est une œuvre différente. C'est aussi une Non, solution. pas exactement. Eh ben oui, D'accord, mais c'est bien là-dessus, ça le vous problème. avez- Non, Bah oui. et à la fois, moi je soutiendrai volontiers C'est pas faux. qu'il s'agit pour partie de dire au contraire que ce qui est répétable en tant que tel, c'est-à-dire ce qui à mon sens appartient à la logique de l'œuvre, oui, d'une certaine façon, c'est la même chose. D'une certaine façon, c'est la même chose. Sauf que, comme c'est absolument inséparable des relations que ça engage, ce à quoi on participe n'est absolument jamais la même chose. C'est-à-dire ça deviendrait une œuvre si c'est l'histoire du cauchemar possible où on se dit, voilà, où on se dirait... C'est l'histoire de non, oui. Streller qui cherche pendant 10 ans l'acteur qui va pouvoir remplacer. Comment il s'appelle l'acteur de Harlequin Valet de 2 mètres? C'est un spectacle qui a tourné pendant 30 ans. Que je pense toute l'Europe a vu, qui a été un spectacle de référence pour toute une génération de metteurs en scène, que moi je n'ai pas vu. Donc il y a l'acteur avec qui Streller crée cette pièce-là, et ben pendant 10 ans, il cherche l'acteur qui va pouvoir remplacer cet acteur-là et ne pas dénaturer l'œuvre. Donc c'est quand même bien qu'il y a quelque chose à un moment donné dans cette œuvre-là qui est tenue par cet acteur-là et qui n'est pas
que Strehler va avoir une difficulté mais phénoménale à regagner Mais par exemple, avec un autre je vais acteur. juste donner un tout petit exemple qui porte sur la question. C'est un tyran. Effectivement. C'est un tyran, Non, non. pourquoi il laisse pas Attends, Jérôme. Ça pose la question, à mon avis, ce que tu dis là, ça pose la question. Oh, 2 secondes. Il voudrait dire un truc. Ça pose la question de la transmission. Et à mon avis, de ce que tu disais tout à l'heure, de la technique. Je prendrai un autre exemple qui est celui vous savez, il existe un film des répétitions du Sacre du Printemps de Pina Bausch où elle indique à la danseuse qui est en face d'elle les mouvements à exécuter. La chorégraphie, pour le coup, elle est écrite. C'est une chorégraphie, ça implique un mouvement, tel mouvement d'épaule et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ce qui est très beau dans cette petite séquence documentaire, c'est qu'on voit bien que l'enchaînement des gestes, elle n'a aucun problème, cette jeune fille, à les effectuer. Et en même temps, on voit bien l'espèce d'écart que Pina Bausch, enchaînant a priori l'ensemble des mêmes gestes, d'accord, n'a pas à cette partition la même approche, mais là, alors, comment l'appeler, émotionnelle, subjective, c'est-à-dire qu'elle fait la partition, je japonais, elle ne la danse pas. Elle ne la danse pas. Et qu'on sait très bien que la question de la stricte exécution, c'est-à-dire d'être capable techniquement d'accomplir un enchaînement donné, ne garantit pas, à mon avis, qu'une relation de jeu s'invente, qu'une danse soit effectuée, ou en musique, c'est exactement la même chose. C'est pour ça Voilà. Tu peux intervenir. Ouais, vas-y. Et ça, c'est la preuve que c'est la faute de qui? Si elle danse pas, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute du metteur en scène qui n'a pas assez de compassion, de sentiment d'égalité? Est-ce que c'est la faute de qui? Ou est-ce que c'est la faute de l'acteur lui-même? Il faut qu'il arrive à devenir un acteur. De qui est-ce la faute? C'est la faute de qui? Je ne suis pas certain que ça se formule en termes de faute. Mais si, il y a un problème artistique. Oui, c'est un peu différent de dire que c'est une faute. Est-ce que toi tu veux te dire qu'il faut régler ce problème en faisant en sorte que le metteur en scène soit plus à l'écoute de l'acteur et lui dise bon écoute, ça t'intéresse pas ces gestes-là, alors fais les gestes que tu veux toi, pas du tout. tu vas participer à la... C'est pas ça du tout. Enfin, Jérôme, là tu fais... Alors c'est quoi? Alors je suis d'accord avec François. La question c'est n'est pas... une technique, technique de production d'un spectacle qui peut... Mais au bout du compte, le but c'est quoi? C'est qu'il y ait un spectacle qui soit joué par des acteurs, de telle sorte que ce soit des grands acteurs, et que la pièce soit une grande œuvre, et que le metteur en scène soit un grand metteur en scène, c'est ça le but. Non, mais dans ce Après, peu importe comment on y arrive. Mais Peu c'est pas importe vrai, comment on y arrive. parce que dans ce cas précis de Pina Bausch, d'abord, le fait qu'un metteur en scène puisse essayer de maintenir une égalité en face du travail pour chacun des membres, pour chacun des artistes qui travaillent, ça ne garantit absolument aucunement la qualité du Tu travail. penses que si Pina Bausch a dit à sa Non, actrice, attends, fais-moi ça s'il te plaît, elle est tyrannique? Mais ou pas là-dessus, je connais l'histoire, par exemple. Non, pas du tout. C'est-à-dire que je peux dire l'histoire de cette danseuse et de cette transmission, c'est que le problème, c'est que c'est, je sais plus comment elle s'appelle, Lotte, ou je sais pas quoi, qui crée cette partition-là. C'est-à-dire que la danseuse qui dansait cette partition, elle l'avait créée, cette partition. C'est-à-dire que Pina ne lui avait pas dit, alors tu vas faire tel mouvement, c'est pas Pina qui avait créé la Mais ça, je pense pas que ce soit une bonne réponse. Mais évidemment que c'est ça va encore plus dans mon essentiel. sens. Ça va encore plus dans mon sens. Non, Ça change rien. parce que la sensibilité qui était à l'œuvre dans ce passage de la partition, c'était la sensibilité de la danseuse qui avait créé cette partition. Oui, et que c'est très difficilement transmissible. Mais ça veut bien dire qu'au point de départ, s'il y a une sensibilité, et Pina Bausch, elle le dit elle-même, s'il y a une singularité tellement forte dans le mouvement et dans les gestes qui sont produits par les acteurs, c'est précisément parce que ce sont eux qui les ont inventés la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de répondre à une chorégraphie académique. Je peux répondre, je peux juste dire un truc. Je peux dire un truc. Moi, Shakespeare, c'est non, pas parce attends, je peux dire quelque chose. C'est juste que je pense que il ne faut pas opposer d'un côté la sensibilité libre et autonome de l'interprète et de l'autre côté la contrainte du texte qui serait reliée directement, ou dont la sensibilité serait la marque de celui qui l'a effectivement inventé, de son père. La question dans la transmission précisément,
c'est et quand il y a quelque chose constitué, que ce soit un texte, que ce soit une chorégraphie, etc., et qu'il s'agit de la danser ou de la jouer, précisément, le rôle du directeur d'acteur, c'est pas du tout de dire « écoute, sens-toi libre, fais ce que tu veux, ne réponds pas à l'oppression de la partition », c'est d'abord faire l'épreuve de la partition en tant que telle, ce que fait en l'occurrence la danseuse, et évidemment que la question, à partir de ce qui est vu, ça en passe souvent par le repérage, c'est tout le travail difficile et compliqué de la consigne ou de la suggestion. C'est-à-dire que ce qui s'installe entre les deux personnes dans la parole, c'est tout d'un coup, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir donné ou livré à partir de ce qui a été vu, ou à partir de ce qui a été repéré. Et là, je pense que l'histoire de... Tout ça, c'est la cuisine. Non, attends, oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais sauf que ça règle en partie cette question-là, c'est-à-dire de dire où est-ce que, si tu veux le dire dans les termes de l'analyse, comment va être donné à un point du travail un mot ou une image donnée à cette danseuse seule, c'est-à-dire que ce n'est pas la question de la partition, c'est la question du rapport de cette danseuse-là à cette partition-là, qui va faire qu'effectivement quelque chose d'une danse s'engage pour cette danseuse dans cette partition. Et donc là, je n'oppose pas du tout, tu vois bien, la liberté pure de la danseuse à la... Mais ça, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. C'est chacun, il essaie de faire en sorte que l'autre, il arrive à faire quelque chose. Non, mais je dis pas... Sauf que c'est pas la question de la cuisine. Parce que si cette chose-là se produit pas, et tu peux me dire, bah, elle se produit n'importe comment, le type, il a déjà son image constituée, on n'a pas besoin de lui dire, et puis elle danse, et c'est super, si tu veux. Sauf que la question de ce levier-là, ou de cette bascule-là, tu vois bien qu'elle n'oppose pas, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, la liberté de l'un et la contrainte de l'autre. Oui. Mais attends, moi, il faut quand même, si tu veux, dans une situation, je comprends bien ce que tu dis, mais il faut quand même que l'unité supposée de l'œuvre, après je vais expliquer en quel sens, parce que non plus ne repose pas uniquement là-dessus. C'est le même problème en musique. En musique, alors prenons un quatuor. Bon, vous pouvez avoir, d'abord, ça va dépendre absolument des gens. Il peut un jour, quelqu'un qui joue moins bien, n'empêche que c'est pas parce qu'il aura joué moins bien qu'il va rien se passer du tout. Donc on ne peut pas non plus faire tout dépendre de... Je comprends bien l'intérêt dans le travail, mais le spectacle, l'œuvre, je ne sais pas comment appelez-le comme vous voulez, ne va pas non plus dépendre à tout instant du moindre détail qui va faire que si ce détail n'est pas fait comme ça, tout s'effondre. Ou à ce moment-là, on est dans le bricolage. Donc je reviens, moi, sur il faut quand même une manière de compter pour un. Alors, moi, il se trouve, alors j'ai fait de la pub pour le bouquin, mais je le refais, parce que en musique, on est confronté constamment à ça. Il y a un débat académique qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que la cinquième de Beethoven, puisqu'il y a des interprétations très différentes. Vous prenez Karajan d'un côté, vous prenez comment il s'appelle, j'ai oublié les noms, enfin bon, il y en a un ça dure 20 minutes, d'autres 40 minutes, on le fait avec des effectifs qui sont très variables, ça se passe tous les soirs, donc est-ce qu'il y a autant de cinquièmes de Beethoven que, etc. Bon. Et puis alors de l'autre côté, il y a ceux qui vous disent, bah oui, il y a la partition, mais la partition c'est mort. Enfin bon, on a exactement les mêmes choses. Donc moi, ce que j'ai proposé, justement, il fallait que je traite ça, j'ai proposé le concept mathématique de faisceau qui règle ça. C'est-à-dire que c'est... Alors effectivement, parce que la musique a une écriture très particulière, et donc je propose de dire que un morceau, là c'est même pas une œuvre au sens... C'est le faisceau des exécutions qui sont compatibles avec un texte, avec une partition donnée, voilà. Qui sont compatibles, c'est-à-dire s'il y a trop de fausses notes, non, là ça va plus. S'il y a une fausse note ou deux, bon, ça va à peu près. Mais enfin, si il est en train de jouer la Marseillaise alors qu'on lui demande de faire pom 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 pom, oh, non, quand même, faut pas déconner. Bon, voilà. Et voilà. Donc, et ça, c'est une manière de compter pour un qui a une cohérence, parce que dont on peut prendre le modèle. Donc, on peut très bien compter pour un quelque chose dans la notion de faisceau. Techniquement, elle n'est pas très très compliquée. Qui est un rapport précisément entre une base écrite unique et un ensemble absolument infini d'exécutions. Et qui peut aussi donner lieu à des interprétations, ce qui est une autre... L'exécution, c'est est-ce que c'est précis ou pas? L'interprétation, c'est autre chose. C'est-à-dire, est-ce que dans la cinquième, on va mettre l'accent plutôt sur une dramaturgie, telle chose. Donc il y a plusieurs écoles possibles. Mais le fait qu'il y ait plusieurs écoles d'interprétation possibles
ne détruit pas la structure d'un pensée en termes de faisceau. C'est une manière de compter pour les choses. Bon. Et à ce moment-là, on peut appeler ça un morceau, et quand un morceau en plus n'est pas simplement une affaire anodine, mais disons un projet subjectif très très intense, enfin ça peut être un morceau au sens banal du terme, mais si ça, on appellera ça une œuvre, parce qu'il y aura des caractéristiques subjectives particulières, mais objectivement, ça sera la même chose. Donc, pourquoi je dis ça? Bon. Et dans cette idée-là, évidemment, si à un moment donné, un soir, quelqu'un est moins inspiré, etc., ça restera la cinquième. Mal joué, moins bien joué, ou au contraire, rejoué, tiens, on va faire apparaître dans cette partition des choses. Bon. Donc, toute cette variété-là, elle est... évidemment, ça c'est le travail musical, réellement. Mais on garde l'idée de, on produit quelque chose. Donc moi, ce que je vous repose la question, c'est-à-dire, est-ce que... Ce qui n'est pas du tout de l'idée dans la performance, parce que dans l'idée de la performance, c'est essentiellement non répétable. Alors, on a ce modèle-là en musique aussi, avec l'improvisation, hein. Donc il y a des gens qui vous disent, bah oui, l'improvisation c'est une composition instantanée. Je ne crois pas du tout, c'est pas vrai. L'improvisation c'est une toute autre affaire. Si l'improvisation prétend être comme une composition, c'est une mauvaise interprétation. Donc l'improvisation c'est une autre affaire. C'est comme le plaisir de la conversation qu'on a là, où on l'improvise, mais on ne va pas... Ça ne passe pas par l'écriture, précisément. Oui, et puis elle n'est pas répétable. C'est-à-dire si les échanges qu'on a, demain on reprend les mêmes, on va dire, attends... Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre la question de où tu prends le texte? Le texte se situe à quel endroit quand même? C'est une importance. Non, mais donc est-ce que... Voilà, je voulais simplement terminer. Donc là, il y a une manière de tenir l'un qui est compatible avec tout ce qu'on dit, mais qui est quand même... Est-ce que vous tentez, vous, de la tenir dans votre travail, ce que ne fait pas un interprète? Un interprète, il va dire, tiens, ce soir, j'ai rencontré telle personne, j'ai... Bon. Est-ce que vous êtes dans cet impératif de l'un, que j'appelle de l'œuvre, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, ou non? Et donc, quand même, au bout du compte, et alors, après, comment vous travaillez pour produire ça, c'est une question un peu différente, quand même, me semble-t-il. C'est un peu différent. Je ne l'écrase pas, je ne la... Mais... Moi, il me semble que ce qui est aussi intéressant, justement, c'est qu'il déplace un petit peu le curseur. Précisément, il le déplace sur le fait que devient presque plus important, enfin je n'irai pas jusque-là, mais disons, devient presque plus important le fait que des gens puissent subjectiver quelque chose, donc les acteurs. Ça devient presque ça le cœur du travail artistique. Donc c'est ça, oui, mais... c'est vers ça que vous oui, mais là, est-ce que ça aboutit à rassurer l'un? Non, mais surtout que l'écriture vient à la fin. C'est ça qui me semble différent. C'est-à-dire, pour la musique, en tout cas la musique que tu pratiques, c'est la musique, le texte est au départ. Pas forcément, ça c'est un autre problème. Mais non, pas du tout. Tu as des cas où c'est l'inverse, c'est pas le problème, là, justement, c'est plus le problème. Tu as des gens qui font des improvisations, qui transcrivent la chose, à partir de ça qui compose, ça on peut très bien imaginer. C'est pas le... Oui, ça c'est de la composition, c'est ça. Ça c'est pas le problème. C'est pas le problème de savoir comment c'est fait. Ça c'est la poétique, mais c'est une autre affaire. Le point, je dis à un moment donné, est-ce que vous, dans votre processus, vous aboutissez, c'est pour ça, à quelque chose qui serait comme un texte, qui serait quand même proposé, offert à qui veut, et sur lequel vous feriez l'hypothèse que là-dessus, on peut effectivement... bâtir quelque chose d'autre qui sera évidemment très différent de vous, comme une interprétation peut-être très différente d'une autre. Oui, ça sans réserve. Mais on peut dire aussi que ce texte-là, quand il est publié, on est très malheureux parce que, je veux dire, on pourrait dire que le texte sera arrêté, ou en tout cas le relevé sera arrêté le jour où on sera mort, c'est-à-dire on n'aura plus potentiellement la possibilité d'intervenir. De continuer à... Mais c'est vrai pour Shakespeare, il y a 8 milliards de... Ah non, mais ça c'est le problème de l'un, c'est le problème de la castration, ça. Hein. Voilà, la question c'est quand même ça. Non, mais c'est... Non, parce que la castration, c'est exactement ça. Hein. Pour être très clair... C'est la double barre, hein. Dans la musique, c'est la même chose. Hein. Il y a des gens en musique qui ne produisent jamais le truc, parce que c'est voir qu'ils progressent. Ils veulent toujours pouvoir le reprendre. Ça, c'est évidemment, c'est aussi... Non, mais ça, il y a une... C'est sûr qu'il y a un travail, mais voilà. Ça aboutit absolument, ça c'est sans réserve, à un type d'unité qui est celui d'une œuvre, qui est une composition, et qui est donnée, qui est partageable, etc. Après, évidemment, que le processus engagé fait que c'est donné, c'est posé, c'est une œuvre, ça a son unité, et que la question qui est ensuite engagée, c'est de dire, à partir de cette chose-là, qui relève entièrement de l'œuvre,
se joue, c'est l'occasion voilà, c'est l'occasion que s'y joue. Voilà. Alors après, et c'est ça l'enjeu, disons. Alors, c'est dire simplement que l'enjeu n'est pas seulement, en l'occurrence, la production d'œuvres, mais la suscitation de trajets subjectifs qui vont être ceux des acteurs, etc. Après, la question que tu dis là de l'arrêt, etc., bon, c'est une question qui se pose pas, notamment, enfin, les Straub, ils font ça très régulièrement, ils filment, même si c'est la question est celle du montage, mais de dire, il y a une œuvre, chez les Straub, c'est déjà une chose qui est un peu, c'est-à-dire que sur le même, à partir du même film, ou portant le même, ils sont dans un travail de réécriture et d'ajustement qui leur fait faire plus que, voilà, plusieurs, c'est pas, on pourrait dire plusieurs... versions, tu veux dire? Oui, versions... réécrire la même chose avec le... La formulation de variation. Ouais. Vas-y. C'est que, on se demandait finalement, est-ce que c'est l'œuvre qui est un moyen, qui est un instrument pour faire advenir des acteurs, c'est-à-dire ce qu'on appellerait maintenant évidemment des sujets véritables, puisque on pourrait avoir à la théorie que c'est en scène qu'un sujet devient vraiment un sujet. Donc ça serait une conception complètement globale. C'est que l'œuvre n'est qu'un moyen pour faire advenir des êtres subjectivement libres. Ou alors c'est l'inverse, ça reste classique, c'est-à-dire non, les acteurs, on essaye de les faire devenir des acteurs, mais toujours quand même pour faire advenir une œuvre. Donc c'est les acteurs qui sont un instrument pour faire advenir l'œuvre, ça c'est la position classique que défendrait François peut-être. Oui, pas les acteurs, à ce moment-là, ne sont pas des outils. Les acteurs sont incorporés à l'œuvre, et c'est l'œuvre elle-même qui est le sujet véritable, le sujet théâtral, ce qui est tout à fait autre chose. La version, c'est pas l'œuvre. Non, mais précisément, mais là, on est, à mon avis, on n'est pas... Alors, il y a la question, mais là, est-ce que c'est vraiment des sujets? Et ça, c'est la question. C'est pas... parce que sujet, c'est pas... À mon avis, c'est pas un sujet individuel, ça n'existe pas. Donc, bon, enfin, ça, c'est... Mais, je veux dire, dans la deuxième version, c'est justement, on essaye de produire un sujet spécifique. Mais là, l'alternative, c'est la première version. La deuxième, on est d'accord, c'est classique. La première, c'est plus ça serait... Ben oui, mais c'est alors à ce moment-là, moi je pose aussitôt la question, c'est en quel sens est-ce vraiment un sujet théâtral? Je veux dire, le fait que... Parce que finalement, là, c'est la même chose que le musicien, tu vois, ce que le musicien a exactement pensé pendant qu'il jouait le concerto de Tchaïkovski, on s'en tamponne complètement, c'est vraiment pas le problème. Oui, parce que c'est pas le problème. Parce que tu te places dans parce qu'on se place sur le plan de la musique, tu vois. Moi je soutiens que le musicien... Non, mais moi je soutiens que le musicien est le déchet de la musique. Pour qu'on produise de la musique, il faut des déchets. C'est les musiciens. C'est pas marrant, mais ça c'est notre boulot. Non mais là, il y aurait une autre configuration complètement qui consiste à dire que l'œuvre, tout ça on s'en fiche, c'est abstrait. Mais ce qui compte, c'est faire advenir des gens qui jouent autrement. J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais ça, moi, ce que je te dis, le prix à payer en général de ça, c'est lorsque c'est le musicien qui est mis en avant, c'est la musique qui est le déchet. Non, ben si. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est ça, à mon avis. Mais la question, est-ce que la question, alors si on essaie de la réarticuler... Mais là, on tend un peu les choses. Oui, un petit peu. C'est Jérôme qui... Mais, après, est-ce qu'on peut aujourd'hui répondre à la question de savoir, parce que je pense que ce qu'il dit en disant c'est pas évidemment un moyen pour faire advenir des sujets, parce que et sujet et l'idée qu'il y a un moyen, une chose me semble. Si, il faudra légaliser les choses. Non, mais oui, d'accord. Non, mais il te dit qu'il n'y a pas de moyen pour un sujet. C'est pas un moyen, la cure n'est pas un moyen pour faire advenir des sujets. Il n'y a pas des outils qui produisent des sujets. C'est pas que ça. Il y a une modification, effectivement, on peut dire une modification subjective et puis dire ce que c'est que un sujet de l'inconscient, etc. Mais la question, c'est pas encore une fois, c'est pas de séparer les deux choses, c'est de dire surtout que même si c'est situé sur, on pourrait dire, dans deux dimensions différentes que je sépare pour les besoins de l'analyse, je soutiendrai aussi que une composition requiert ou conditionne une composition singulière requiert ou conditionne des trajets, je dis subjectifs dans un sens large, singuliers. Et que ce que je disais au tout début, c'est-à-dire de dire effectivement la question de se dire bon, mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de dire ou d'entendre d'une certaine façon un texte qu'on a écrit, ou le texte de Hölderlin, ou un texte de Molière, ou je ne sais quoi,
c'est bien, au moment de la réunion en tant que telle, de dire, ben voilà, se dégage effectivement on pourrait dire, si tu veux, si on veut le généraliser un petit peu, l'intuition ou la possibilité d'un type de relation ou d'humanité, d'accord, qui serait impensable sans qu'il y ait Hölderlin, sans qu'il y ait tel ou tel acteur et sans qu'il y ait le public constitué comme il est. C'est pour ça que ça transporte ces effets. C'est-à-dire que moi je soutiens au contraire, pour pas du tout les séparer, qu'un type de composition spécifique, évidemment que c'est pas un outil neutre dont on se servirait pour faire quelque chose. C'est toute et c'est pour ça que je demandais au tout début, peut-être on pourra en parler la prochaine fois, mais oui, de toute façon, il va falloir est-ce qu'il y a des types de composition, et notamment, qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment on pourrait penser l'écart entre ce qu'une composition hétérophonique implique, toi tu dirais pour un musicien? Est-ce que le musicien, finalement, en tant que déchet, il est d'une certaine façon uniforme par sa fonction, ou est-ce que subjectivement il y a des choses qui font que le type de composition dans lequel il s'engage, alors si tu veux, donne idée d'un type de relation ou d'un type de monde qui aurait été impossible sans cette appelons-le, je ne sais pas comment dire, une rencontre ou ce travail-là. Ça, c'est une question, pour moi, ça c'est vrai. C'est-à-dire de dire, c'est pas, on compose des trucs d'un côté, puis après, il y a les musiciens qui seraient tenus que par leur fonction d'interprète ou de déchet, etc. Et que, ils font le boulot comme ils ont toujours fait le boulot, etc. Je pense que réellement, le travail de composition est aussi une proposition faite en termes de subjectivation à un musicien. Voilà. Non, mais ça, je comprends bien, parce que si tu veux, il me semble, maintenant je comprends quelque chose. De la même manière, le mot musique désigne deux choses à la fois, si tu veux. C'est-à-dire à la fois la musique en général, et puis ce qu'on va dire quand on dit il y a vraiment de la musique au sens quelque chose d'intense. Je veux dire, tu mets Johnny Hallyday, c'est de la musique d'un côté, tu vas dire, et puis de l'autre côté, quand on fait de la musique, on a l'idée de produire de la musique un peu en un autre sens. Bon, je pense qu'il faut garder ce double nom. Il me semble que peut-être c'est ça maintenant, je comprends dans ton exposé, c'est que là, finalement, le point sur lequel tu es le plus sensible, c'est je dirais ça dans mes termes, qu'est-ce que c'est que faire théâtre? De la même manière qu'on pourrait dire qu'est-ce que c'est que faire vraiment de la musique. Faire vraiment de la musique, on sait bien, c'est pas simplement prendre son biniou, jouer les notes, etc. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que, voilà, et qu'est-ce que c'est que faire de la musique dans Bach? Qu'est-ce que faire de la musique avec une partition de Bach? C'est pas la même chose qu'avec une partition contemporaine, etc. Ça, je comprends très bien. Là, cette fois, on est dans l'intensité, on va dire, dans l'idée que musique désigne là l'intensité maximale qu'on peut atteindre. Pour dire ce que tu réunis en un mot, auquel je souscris absolument, que la question c'est faire théâtre, oui, c'est que ce faire inclut, à mon avis, une part poétique, qui est un type de faire, un type de production d'œuvre, et une part, qu'on pourrait dire pratique, c'est ça qui était un peu étrange, c'est ce lien entre les deux choses, si tu veux. C'est ça, pour moi, la chose étrange. Tu veux dire en sens quel lien? Parce que, si tu veux, comment dire, la question, produire une œuvre, au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire une matrice générale, elle n'est pas immédiatement liée à la question de faire théâtre. Parce que, imaginons que votre texte que vous avez déposé, par exemple, a été lié à un théâtre intensif, a été joué de manière intensive par vous. Bon, mais n'empêche qu'un autre, tu vois, ça pourra très bien ne pas l'être. Donc la question d'intensifier théâtralement, faire théâtre avec ce texte-là, ou faire théâtre avec cette composition, peut-être que tu appelles la disposition, j'appellerais ça faire théâtre, mais n'empêche que les deux choses sont dans une autonomie relative. Elles ne sont pas complètement collées l'une à l'autre. Donc on pourrait, avec votre même composition, faire du mauvais théâtre, j'imagine, si quelqu'un s'en sert, ou du bon, si le vôtre vous le... Bon. Et on pourrait peut-être faire aussi du bon théâtre, mais sous une toute autre éclairage de votre texte. Absolument. Donc, tu vois, le faire... Alors, il y a une poétique du faire, qui est quoi en musique? Et la répétition. Enfin, on répète ensemble, tu vas pas mettre, si tu as un quintet, il faut que les gens répètent pour arriver... Bon. Mais cette poétique du faire n'est pas exactement quand même la même que la poétique de la composition. C'est pourquoi je pense qu'un grand nombre de grands metteurs en scène, on peut citer Vitesse, on peut citer Stanislavski, on peut citer
qu'un grand nombre de metteurs en scène ont la nécessité d'écrire parallèlement aux œuvres une technique, enfin, et ce qui n'est d'ailleurs jamais une technique ou jamais réductible à un mode d'emploi qui serait le mode d'emploi pour monter telle ou telle pièce. Je pense que c'est une des particularités réellement de l'art théâtral, et depuis l'invention de la mise en scène, c'est la particularité depuis l'invention de la mise en scène, c'est-à-dire que quand même tous les grands praticiens ont essayé de théoriser, c'est-à-dire ont essayé, et Jouvet le dit lui très bien, parce que il dit à aucun moment je n'ai la prétention de faire une théorie de mon théâtre ou de mon faire théâtre, à aucun moment je n'ai la prétention de donner une méthode ou quoi que ce soit, je vous donne juste des éléments qui permettent de déterminer qu'est-ce que c'est pour moi faire théâtre. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important, et que par rapport à la question de l'invention de la mise en scène et de l'hétérophonie, justement, il y a quelque chose là qui est très significatif, quoi, sur la question de la pratique et sur la question de la pensée de la pratique. C'est pour ça que quand on a discuté de cette histoire d'hétérophonie avec Olivier et de quoi on pouvait... C'est aussi, pardon, ça répond bizarrement à la question que Jérôme posait tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant des années, effectivement, on disait on s'en fout de la cuisine. Alors que la question de l'invention de la mise en scène, peut-être aussi, ça relève de ça, c'est-à-dire de la transmission de ce que toi tu appelles une technique, et que ce soit devenu nécessaire à ce moment-là, et ça concerne spécifiquement ce point-là. C'est-à-dire de transmettre le faire théâtre, si tu veux. Mais c'est important ce terme faire théâtre, parce que je ne l'ai jamais entendu tel quel, et je trouve que c'est vraiment le terme exact pour dire de quoi relèvent par exemple les écrits de Vitesse. Je trouve que c'est vraiment... Non, mais là, on a la même chose en musique. Enfin, comment, je prends un exemple bien connu, mais même de toute personne qui annonce les inventions à deux voix de Bach. Voilà, comment peut-on faire musique avec ça? Bon, on apprend, évidemment, il faut apprendre à mettre les doigts, mais enfin, c'est la même chose qu'on a une scène de Racine, il faut apprendre à prononcer le texte. Enfin, comment fait-on? Bon, alors, j'en sais, mais... Et le mot hétérophonie, alors il est important. Enfin, je commence à comprendre maintenant, mais le mot en tant que tel, parce que... C'est-à-dire, là, moi, au tout début, sur cette question-là, quand même, je me suis dit, c'est vrai que si je voulais l'opposer, dans la musique, il y a clairement l'histoire de l'hétérophonie et du polyphonique, c'est exact, vous avez construit le truc. Enfin, oui. En tout cas, enfin, il y a homophonie, très clairement. Non, mais il y a homophonie, polyphonie, il y a des mots qui circulent, tu vois, en tous les cas. Il y a des mots. En tout cas, je pense que c'est sûr que l'histoire de l'hétérophonie, en l'occurrence, c'est de dire, qui pour moi s'opposerait, l'hétéros, il s'opposerait très clairement à l'homos, c'est-à-dire de dire, la question c'est de dire comment faire pour que ne transite pas toujours du même. Et ça veut dire, du coup, distinguer des plans, construire des relations. Mais il n'y a pas l'opposition hétéropolie et pas essentielle, en fait. Je pense qu'elle n'est pas essentielle. Après, parce que poly... Non, mais si on veut le distinguer, enfin après, c'est toujours le même truc. C'est à l'intérieur d'un champ, c'est-à-dire que, pour moi, poly, ça ne s'oppose pas à hétéros, ça s'oppose à un. C'est-à-dire que, disons, si on remettait les couples tels qu'on les a traversés depuis le début, pour moi, c'est ça. Il y a hétéros, homos, il y a poly, haine, le 1. Voilà. Et après, on peut dire, disons, par exemple, le versant subjectif de ça, qu'on a chez Platon, par exemple, lui, il oppose autos et allos, soi et l'autre. Par exemple, le trajet subjectif du poète qui écrit du théâtre, ou de l'acteur, c'est... ça se dit dans ces termes-là au début, mais c'est soi et un autre. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas une dimension de la composition, je pense, autos et allos. Alors que homos et hétéros, d'homophonie ou de l'hétérophonie, pour moi, ça peut être complètement pensable dans une logique de la composition qui se distinguerait de un poly. Monopoly. Voilà. Ce qui est par contre un peu... Au début, tu as commencé par un truc qui m'a failli me donner une attaque. Tu as dit, bon, bah, alors hétérophonie, phonie, il voit, mais alors au théâtre, il n'y a pas de voix. Alors là, tu nous as quand même dit une chose pareille. Alors, effectivement, j'ai converti en... En fait, c'est quand même étonnant que la catégorie de voix ne vous ait pas plus parlé. C'est-à-dire que pour vous, un acteur... Alors, je vais le dire bêtement, là, c'est pas une voix aussi?
Parce que moi, c'est quand même la dimension principale. Bah que oui, je mais trouve. c'est ça, je comprends bien. Quand, C'est un d'ailleurs, problème en France, ça c'est un problème français parce que c'est, par exemple, parce qu'on a une tradition théâtrale qui est vraiment liée justement à la question de l'addiction comme élément premier du jeu de l'acteur. Oui, mais C'est pas surtout du au tout le cas timbre, pour au la timbre de la tradition. voix. Bien Au sûr, timbre non, de la mais voix, ce qui fait qu'on voit, on reconnaît une Ça, c'est voix, certain. c'est quand même... C'est enfin, pour moi, c'est une des... c'est presque plus Une des dimensions- que physique, je veux dire. Presque plus, parce que je suis Absolument. musicien, mais... Après c'est vrai que moi, je me reconnais dans le... On dit ça à un moment donné, à Straub, là, on lui dit... Mais alors, comment vous filmez les corps et tout ça, les corps? Et il répond à la personne en disant, mais où vous êtes allé chercher un mot pareil? C'est-à-dire que ce que je filme, moi, c'est des gens. C'est des bons hommes et des bonnes femmes. Alors, moi, je dirais que les gens, ceux avec qui on travaille, oui, mais c'est important. Je pense que ça... Pardon. Je vois qu'il y a encore beaucoup de Non, 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 séances non. de Babel. Mais je pense que c'est important de dire effectivement que pour le coup, l'unité, le compte-point dans cette affaire, c'est des gens. Et nous, on se dit effectivement que ceux avec quoi on travaille, c'est des gens, et c'est pas exactement... Et des gens qui ont effectivement une voix, qui ont effectivement un corps, mais c'est pas... La voix ou le corps ne sont pas des éléments de composition de la partition de la pièce ou des éléments du plan. C'est-à-dire que... on peut le déterminer un peu plus, mais c'est quand même ça. De dire, il y a quelque chose là, dans les bons hommes et les bonnes femmes, comme il dit, qui est premier. C'est avec ça qu'on est en rapport. Et que leur voix vient de là, de fait aussi de ce que ce sont ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là. Et ça, je pense que le travail de la voix, et je pense que le travail que fait aussi, je trouve, même s'il y a très précis sur le travail de la partition, le choix des voix et les grains, ils sont porteurs d'une histoire, ils sont porteurs d'une socialité, et que c'est pas pareil pour le coup, même dans le travail de Straub, de choisir telle ou telle personne, ou Godard, quand il met au début de Tout va bien la voix là, de l'ouvrière qui explique comment se construit un film, il l'a choisi parce que c'est cette bonne femme-là. C'est pas parce que le timbre de la voix de l'ouvrière va faire une ouverture particulière. C'est-à-dire qu'il choisit de donner la parole d'abord à cette femme-là. Et évidemment qu'ensuite ça devient un élément qui est inscrit sur la bande et qui a des rapports de résonance avec d'autres timbres, etc. Qu'est-ce qu'on entend par voix, en fait, la question. Mais peut-être que... Il y a pas mal à... Bon, Bon, écoutez. dans tous les cas...